Bienvenue à notre atelier de partager et apprendre. Juste pour vous dire, activer le changement, c'est co-host de cet événement avec Co-Développement Canada. Alors, CODEV, c'est un groupe de solidarité, un organisme qui travaille sur la justice sociale et l'éducation. Merci beaucoup, Marie-Catherine. Mon nom est Diana Fashane. Je suis la directrice de CODEV Canada. On est basé à Vancouver. On est un organisme de la solidarité internationale. Ça me fait plaisir de vous présenter cette illustratrice incroyable leader dans sa communauté, dans le mouvement syndical à Porto Rico. C'est Mercedes Martinez. Elle est la présidente de sa fédération des enseignantes à Porto Rico. Mercedes Martinez, ici, aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Et ça fait depuis 2006 qu'elle fait partie de l'organisme et depuis 2015, elle est présidente. Elle a eu sa maîtrise de l'éducation dans l'Université de Porto Rico et elle a participé avec une grève de 10 jours avec plusieurs enseignants et professeurs. Avec cette militantisme, elle a eu une hausse de salaire pour tous les professeurs et les enseignantes. Alors, c'est Mercedes, si vous voyez qu'il y a quelques éléments d'enjeu techniques, parce qu'il y a un contexte intéressant parce qu'elle est obligée de joindre à nous de son téléphone cellulaire dans son véhicule à cause d'un panne d'électricité énorme à travers le Porto Rico. Et Mercedes va expliquer que ça c'est un impact réel du capitalisme basé sur les désastres à travers le monde. Alors, l'électricité était privatisée à Porto Rico et c'est une compagnie étrangère, à majorité canadienne, qui est propriétaire de leur électricité. Comme vous voyez, le service n'est pas idéal. Alors maintenant, je vais passer une parole à Mercedes. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de cette occasion que vous m'avez donnée. J'espère que tout le monde va pouvoir me suivre sans problème. Je pense que cette présentation ne pouvait pas vraiment mieux expliquer de ce qui se passe lorsqu'on privatise les biens publics. La présentation, c'est une collaboration entre Miguel Rivera González et moi-même. Et le titre est très clair, c'est le changement climatique et le capitalisme des catastrophes, donc l'attaque contre l'éducation publique de tout un peuple. Et je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Donc avant de commencer, c'est quand même important de savoir qu'à Porto Rico, au cours des dernières décennies, l'éducation publique de notre pays a été attaquée et il y a eu un abandon de la part du gouvernement, la négligence de la part du gouvernement pour ne pas s'occuper des besoins scolaires. Les personnes, le peuple de Porto Rico, qui sont liés à la Fédération d'enseignants et d'enseignantes, donc ont lutté contre la privatisation afin de conserver l'éducation publique accessible pour les enfants de la classe travailleuse. Suivant. Et selon le dernier recensement en 2022, dans notre île, on a vu que près de 22 ou 46 des familles vivaient sous le seuil de pauvreté, dont 58 de nos enfants vivent dans la pauvreté. En 2016, il nous a été imposé un conseil de contrôle fiscal. C'est une dictature parce que ça a été imposé par le président et par le Congrès des États-Unis, 2 ouragans, donc Irma et Maria,
qui ont été de catégorie 5, qui ont complètement dévasté l'île, a détruit les écosystèmes, l'éducation publique de notre pays. Et le gouvernement, à l'époque, a décidé à ce moment-là de fermer des centaines d'écoles. Entre 2017 et 2018, c'est ce que j'ai dit, cette secrétaire de l'éducation corrompue, accusée, reconnue coupable de corruption. Elle a été emprisonnée pendant 6 mois et c'est elle qui a lancé une réforme de l'éducation qui n'est ni plus ni moins que le démantèlement de l'éducation publique et la fermeture d'écoles. En 2020, comme vous pouvez le voir ici dans ces images, nous avons non seulement souffert des séismes, mais les écoles se sont effondrées. Ça, c'est l'école Agrippina Seda à la fin de l'année dernière. On a encore eu un autre ouragan, Fiona, ce que vous voyez ici. Ça, c'est une école dans le village où moi j'habite. Et ces écoles ont été complètement inondées. Le désastre est politique parce qu'on a une administration gouvernementale qui n'a pas su répondre aux besoins des travailleurs et des travailleuses. Pour l'instant, on a une administration gouvernementale qui n'a pas été en mesure de s'occuper de la situation de nos écoles où les infrastructures ne sont pas sécuritaires, les enfants n'ont pas accès aux salles de cours. On va nier, refuser le droit fondamental à l'éducation des enfants qui étudient dans les écoles publiques du pays. Les phénomènes naturels ne sont pas le désastre, c'est la mauvaise administration de la colonie qui ont privé nos étudiants de leur droit constitutionnel à l'éducation, parce que leur intention a toujours été de privatiser, leur intention a toujours été de démanteler, d'où le besoin d'organiser de façon solidaire dans l'union avec les communautés afin de défendre l'éducation publique. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la fédération? Bon, on va voir maintenant comment l'union a permis de réussir et un syndicat est devenu un mouvement pour la justice. Et ce que le gouvernement n'a pas fait, c'est la Fédération d'enseignants de Porto Rico qui l'a fait. Donc, les camarades de NISNA, qui est le New York State Association, donc la présidente et moi-même, on est entrés en contact pour ouvrir des cliniques de santé dans les écoles publiques de Porto Rico. À droite, mes enfants, ça fait 6 ans, mes 3 enfants sont là et moi, avec une grand-mère de la communauté. Les arbres, comme vous pouvez voir, sont tombés sur sa maison. Et le vice-président de la fédération, avec la casquette bleue, Miguel, dont on a créé des brigades au sein de la fédération avec nos familles, avec tout le monde pour aider ceux qui en avaient besoin, alors que le gouvernement était complètement absent. Donc, quand on parle de solidarité, ce n'est pas solidarité entre certains secteurs organisés, mais également de camarades, dans ce cas venant des États-Unis, qui sont venus pour faire du travail bénévole au sein des communautés suivantes. Donc, il a fallu nous soutenir, les communautés, mais il a fallu s'organiser en plein milieu de cette douleur qu'on vivait pour éviter qu'on ferme nos écoles. Ça, c'est une école d'un village qui s'appelle Peñuelas et ils sont à la montagne et ils ont lutté avec la fédération. Ce que vous voyez ici, ce sont des images de la Fédération des enseignants et des enseignantes et quand on dit qu'on défend l'éducation publique, on va la défendre bec et ongle. Donc, après cette manifestation et qu'on est allé au tribunal, après 4 jours, toutes les écoles qui étaient fermées, qui étaient 300, ont dû être ouvertes pour les enfants. Et la fédération ainsi que d'autres secteurs, le FADEP, le Front pour la défense de l'éducation publique, on est allé lutter pour l'éducation publique et des milliers d'enseignants nous sommes sortis dans les rues et le gouvernement à l'époque n'a pas pu privatiser 20 écoles qu'il voulait privatiser à ce moment-là. Bon, quelles sont les victoires qu'on a eues après la pandémie? Donc, on a réussi que tout le ministère soit vacciné. On a
eu un infirmier dans chaque école. On a réussi à trouver des ordinateurs. Aujourd'hui, les étudiants ont des ordinateurs portables. Donc, on s'est battu pour une retraite digne et juste, pour une retraite juste. L'année dernière, le conseil fiscal finalement a réussi à enlever la pension à des enseignants. Donc, on va lutter pour récupérer parce que nous, on n'est pas responsable de la dette du gouvernement. Nous ne sommes pas les corrompus. Donc, c'est une lutte qui est très présente et qu'on a reprise et on ne va pas arrêter jusqu'à ce qu'on ne le récupère pas. Et comme ça a été mentionné, donc on nous l'enlève d'un côté, mais on a réussi d'avoir une augmentation de 55% de notre salaire. Et cette année, on a réactivé la carrière de magistère où il y a une augmentation pour ceux qui étudient et donc une augmentation de 81%. Où est-ce qu'on se trouve? Donc, voici les bâtiments où on se trouve. Donc, on a à nouveau tout ce qui essaye, donc, le mouvement néolibéral qui veut tout démanteler. Et on espère qu'on ne va pas approuver. On a fait une commission où on a des membres avec différents syndicats de l'éducation, mais il y a des camarades. Donc, on est devant cette lutte de ceux qui veulent aller contre l'éducation. Ils veulent socialiser la perte, mais ils vont se bénéficier des bénéfices. Il y a de grosses luttes qui se font. Il y a des camarades qui présentent des résolutions pour établir une moratoire. Et la semaine prochaine, on a une manifestation. On espère que ça va être vraiment, les gens vont y assister en masse parce que, bon, ça, c'est un peuple qui va défendre son éducation. Ils veulent le renforcement de l'éducation publique. C'est un droit constitutionnel. C'est une lutte solidaire avec différents secteurs et on a des alliances à l'extérieur du pays parce qu'à la fin, la lutte pour défendre la classe ouvrière est une seule lutte pour un meilleur pays, une seule lutte pour la justice, une justice où, peu importe où on fait ce qu'on doit faire pour avoir un meilleur pays et pour donc léguer quelque chose à nos générations futures. Pablo Freire bien disait, et ça on l'applique à la fédération au quotidien, les pédagogues, on a le devoir de ne pas rester neutre. Et c'est pour ça on va toujours à la recherche de la justice. Il faut défendre l'enfance, les travailleurs et l'éducation publique. Merci. Oui, je voulais vraiment remercier Mercedes qui n'est pas ici avec nous en ce moment à cause des différents enjeux d'électricité et de téléphone. Elle a mentionné à plusieurs reprises Lumar. Ça, c'est la compagnie qui fait la distribution de l'électricité à Porto Rico. C'est vraiment, les propriétaires, c'est les États-Unis et Canada. Et c'est vraiment basé, une des compagnies clés, c'est à Calgary, Alberta. Alors, nous avons beaucoup de connexions à cette crise d'électricité en Porto Rico. Oh, there's Alexandra. maybe, Ah, je maybe. vois Alexandra. Alors, est-ce que tu aimerais peut-être te présenter à Marie-Catherine et tout le monde ici? Alors oui, je pense que je connais la majorité de monde qui sont présents à l'événement aujourd'hui. Salut Marie-Catherine, mon nom est Alexandra. Je suis la personne responsable pour le programme d'éducation à Common Canada. Et je voulais poser la question, c'était quoi les défis que Mercedes a vus en travaillant avec des différents organismes, des différents secteurs, si elles ont vu des différents défis et peut-être pour savoir un peu comment leur groupe a pu surmonter ces différents défis. Parce que peu importe le groupe, les collectifs, l'organisme, il y a souvent les différences politiques. Bon, ben, on va toujours avoir des défis, il va toujours avoir des différences entre les coalitions multisectorielles.
mais on se centre sur les points qui nous unissent. Et quand on a ces réunions, on crée des règles d'espace sécuritaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Sur quoi est-ce qu'on va travailler? Qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas? Et tout le monde doit se mettre d'accord sur les règles, sur la façon dont on va travailler. Merci beaucoup, Mercedes. C'était très intéressant. Merci d'avoir partagé. Non, tout simplement vous remercier de cette occasion que vous m'avez donnée et on a cet espoir de continuer à construire. On a les informations donc pour garder le contact et il faut une solidarité des deux parts. Donc, si vous avez besoin de la Fédération des enseignants de Porto Rico, comptez sur nous. Si vous avez des luttes au Canada, on vous soutiendra. C'est vraiment un honneur de partager. Et désolé de cette coupure d'électricité, ce sont des choses qui arrivent ici, mais c'est important pour nous d'être ici avec vous et de solidifier les rapports que nous avons. Merci d'avoir été présent pendant cette heure et sachez qu'on est là. Merci grâce à Spirit Change, à, à BCTF, parce que ce sont des exemples concrets de ce qu'est la solidarité qui va au-delà des frontières. Ça, c'est un exemple. Alors, merci beaucoup de cette occasion.